Le secret enfoui sous la terre maudite. Ce qui avait commencé comme la pire journée de la vie de Sarah Mitchell allait devenir l'instant qui bouleversa tout son destin. Le matin même, elle n'était qu'une jeune veuve épuisée, enfonçant une pelle rouillée dans la boue pour tenter de réparer un tuyau d'irrigation fendu sur une ferme décrépite que tout le monde qualifiait d'argent jeté par les fenêtres. Mais ce geste banal, dans ce sol considéré comme stérile, allait révéler un secret de 250 millions de dollars, enfoui sous ses pieds depuis des décennies. Pourtant, avant de toucher à cette découverte qui changerait sa vie, Sarah avait dû traverser un enfer. Tout avait commencé une nuit de mars, à 2h47 du matin. 3 coups sourds résonnèrent contre sa porte. Son cœur s'était serré avant même qu'elle n'ouvre. Elle savait. 2 officiers en uniforme se tenaient sur le perron, le visage figé par la gravité de la mission qui leur incombait. « Madame Mitchell, nous avons le regret de vous informer que le sergent David Mitchell est tombé au combat. » Le monde de Sarah ne s'était pas seulement arrêté, il avait éclaté en 1000 morceaux. Ses jambes fléchirent, ses mains se crispèrent contre le chambranle, cherchant un appui inexistant. Derrière elle, dans sa petite chambre, la voix endormie de Nova, 4 ans, s'était élevée dans le silence. « Maman ?» Sans doute s'étonnait-elle d'entendre ces sanglots qui déchiraient la nuit. Mais David, son mari, son ami d'enfance, l'homme avec qui elle avait bâti des rêves simples, une maison au calme, un jardin, quelques poules, un avenir tissé de rires et de récoltes ne reviendrait jamais. À 28 ans, Sarah se retrouvait seule, veuve, mère d'une fillette en bas âge, sans économie et croulant sous des factures qu'elle ne pouvait déjà plus payer. Les funérailles n'avaient été qu'un brouillard de drapeaux pliés, de salves militaires et de condoléances prononcées du bout des lèvres, qui sonnaient creux face à l'abîme béant de sa perte. La prime de décès de l'armée couvrit à peine les frais d'enterrement. Les amis apportèrent quelques plats réconfortants, des paroles de soutien, puis chacun reprit le cours de sa vie. Sarah, elle, dut apprendre à survivre dans un quotidien sans repère. Elle trouva un emploi au Mel's Diner, le long de la route 49. Chaque jour, dès 5 heures du matin, elle servait café brûlant et assiettes de pancakes à des routiers pressés et à quelques habitués du coin. À 14 heures, elle courait récupérer Nova à la garderie paroissiale, tentant d'afficher un sourire et de prétendre que tout allait bien. Mais rien n'allait. Le loyer de leur minuscule appartement engloutissait plus de la moitié de son maigre salaire. La voiture tombait en panne sans cesse. Nova avait besoin de chaussures neuves, de fournitures pour l'école, de petits riens qui, mis bout à bout, représentaient des sommes insurmontables. Les soirs, lorsque la fillette dormait, Sarah s'asseyait par terre dans la cuisine sombre. Ses larmes coulaient en silence, jaillissant d'un gouffre intérieur qu'aucun mot ne pouvait combler. Elle pleurait David, l'avenir envolé, la maison jamais construite, et ce sentiment d'étouffement qui lui écrasait la poitrine. Une nuit, fixant une photo de son mari en uniforme, elle murmura « On devait acheter une ferme, tu te souviens ?» Nova aurait couru dans les champs. On aurait eu des légumes, des poules, peut-être même une chèvre. L'image figée de David lui souriait de ce sourire en coin qu'elle aimait tant depuis le lycée. C'est alors que son regard tomba sur une petite annonce dans le journal. Ferme de 200 acres à vendre Millbrook Township, propriétaire motivé aux 45 000 $ ou meilleure offre. 45 000 $, cela aurait pu être 45 millions pour Sarah. Pourtant, elle ne parvenait pas à chasser l'idée. Elle composa le numéro et tomba sur la voix fragile de Madame Henderson, une vieille femme usée par la solitude. « Mon mari est décédé il y a 6 mois, expliqua-t-elle. Je ne peux plus m'occuper de l'endroit. C'est dans la famille depuis 3 générations, mais la terre est morte. Les bâtiments tombent en ruine. J'ai juste besoin de tourner la page. » Sarah se rendit sur place avec Nova, un jus de fruits et quelques biscuits sur la banquette arrière. Ce qu'elle découvrit laissa son cœur partagé entre désespoir et fascination. La ferme semblait abandonnée depuis des années. Les volets cloués pendaient, la peinture se décollait par lambeaux, le vieux grenier s'inclinait dangereusement. Les clôtures gisaient à terre, les fils rouillés enchevêtrés dans des champs brûlés par le soleil, durs comme du béton. « C'est joli, maman », dit Nova en désignant un bouquet de fleurs sauvages près de la barrière effondrée. Sarah vit ce que sa fille voyait, derrière les cicatrices, il restait une promesse. Et surtout, elle ressentit une étincelle qu'elle croyait morte avec David, l'espoir. Madame Henderson réclamait 45 000 $. Sarah, elle, n'avait que 3 847 $ d'économie et une cote de crédit en lambeaux. Pourtant, poussée par une force irrationnelle, elle fit une offre, 25 000 $, avec 5 000 d'acompte et le reste financé par la propriétaire. La vieille femme secoua la tête. « Ma chère,
cette terre ne donne que des mauvaises herbes. Le puits est sec depuis 2 ans. Le comté menace de raser la grange. Mais quelque chose dans la voix de Sarah la toucha. Sa détermination, ou peut-être la manière dont elle parlait du rêve de son mari disparu. Madame Henderson finit par accepter, à une condition, que chaque mensualité soit réglée en temps et en heure, sinon la propriété retournerait immédiatement entre ses mains. Quand Sarah annonça son achat, sa famille crut qu'elle avait perdu la raison. « Tu as acheté quoi » hurla sa sœur Monica. « Cet endroit est en vente depuis 3 ans. Personne n'en veut. » Sa mère fut plus dure encore, « C'est ton deuil qui parle, ma chérie. Viens vivre avec moi en ville, tu as besoin de stabilité. Pas de fantasmes agricoles sur une terre stérile. » À Millbrook, les voisins n'étaient pas plus tendres. Au dîner, elle surprenait les conversations chuchotées. « La petite veuve a racheté la ferme des Henderson », commenta Jim Brewster en réclamant un café. « Pauvre fille, elle n'a aucune idée de ce qu'est l'agriculture. Cette terre est maudite », ajouta Betty Walsh en hochant la tête. 20 ans sans récolte valable. 3 familles ruinées avant les Henderson. Trop d'argile dans le sol, ou pas assez, qui sait? Sarah ne répondait rien. Elle souriait, versait le café, encaissait les pourboires. Mais à l'intérieur, elle brûlait. Était-elle folle? Avait-elle vraiment perdu l'esprit au point de croire en une seconde vie possible, là où tout le monde voyait la ruine? Les doutes la rongeaient. Pourtant, à chaque fois qu'elle posait les yeux sur Nova, gambadant dans les herbes folles du terrain décrépit, elle se souvenait de la promesse faite à David, offrir à leur fille un endroit où grandir, respirer, espérer. Et c'est ainsi, armée d'une pelle, de quelques outils et d'un courage qui semblait déraisonnable, que Sarah se lança dans l'aventure. Elle ignorait encore que, sous cette terre méprisée, dormait un secret colossal. Un secret capable de transformer une veuve brisée en l'héritière inattendue d'une fortune insoupçonnée. Sarah Mitchell avait décidé de réussir là où tant d'autres avaient échoué. Chaque soir, après ses longues heures de travail au restaurant, elle chargeait Nova, sa petite fille, dans la voiture et elles se rendaient toutes les deux sur cette propriété qui ne ressemblait encore qu'à une ruine perdue au milieu des champs. Elle travaillait jusqu'à ce que la nuit tombe, obstinée, épuisée, mais habitée par un même rêve. Elles commencèrent modestement. Sarah arrachait les mauvaises herbes autour de la vieille maison, ramassait les planches pourries et les débris éparpillés dans la cour. La bâtisse, à première vue misérable, cachait pourtant des atouts, un toit solide, des fondations saines, et des fenêtres qu'un simple remplacement de vitres suffirait à réparer. Nova, elle, transformait chaque recoin en terrain de jeu. Avec son imagination sans limite, elle remplissait une vieille boîte de café de pierre qu'elle jugeait magique, et construisait des petites maisons de fées avec des brindilles et des feuilles. Pendant ce temps, sa mère frottait les murs de la cuisine, effaçant les couches de saleté accumulées par les années de négligence. Le soir venu, sans électricité, elle dînait à la lueur d'une lampe tempête, se contentant de sandwichs au beurre de cacahuètes. Sarah, pour redonner un peu de chaleur à ces instants, racontait à Nova des histoires sur le futur, le poulailler qu'elles auraient bientôt, le potager où elles cultiveraient leurs propres tomates charnues et parfumées. Ces rêves simples étaient leur carburant. Une nuit, alors que la flamme vacillante dessinait des ombres dans la cuisine, Nova leva ses yeux graves vers sa mère. « Est-ce que papa aimera notre nouvelle maison » demanda-t-elle d'une voix douce. Le cœur de Sarah se serra douloureusement, mais elle répondit avec un sourire courageux. « Oui, mon amour. Ton papa adorerait. Il serait si fier de nous. » Le premier vrai coup dur arriva en juillet. Sarah venait enfin de faire rétablir l'électricité et commençait à croire que, peut-être, elle s'en sortirait. C'est alors que la pompe du puits tomba définitivement en panne. La réparation coûterait 3500 $, une somme qu'elle n'avait pas et qu'aucune banque ne lui prêterait. Pendant 3 jours, mère et fille durent puiser de l'eau dans le ruisseau voisin, transportant des seaux de 5 gallons pour boire, cuisiner et se laver. Nova, avec son esprit d'enfant, croyait camper. Mais Sarah, elle, sentait chaque seau comme un poids de plus sur ses épaules, la matérialisation des doutes de tous ceux qui lui avaient dit que ce projet était insensé. C'est à ce moment qu'apparut Doc Williams. Un soir, après une journée interminable au restaurant, Sarah s'était effondrée sur le porche, incapable même de commencer à transporter l'eau. Un vieux pick-up s'arrêta dans l'allée. Un homme vêtu de salopette en descendit, son corps marqué par les années, ses gestes prudents mais assurés. « Vous êtes Sarah Mitchell » demanda-t-il en soulevant sa casquette. « Oui, monsieur. Je suis Doc Williams. » Enfin, retraité,
mais les gens continuent de m'appeler Doc. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec votre puits. Sarah, gênée, baissa les yeux. Oui, la pompe est morte. J'essaie de trouver une solution. Le vieil homme sourit, un sourire qui faisait plisser ses yeux comme ceux d'un grand-père bienveillant. Avant de devenir médecin, j'ai travaillé 40 ans comme géologue. J'ai passé ma vie à chercher de l'eau et des minéraux sous terre. Permettez-moi d'y jeter un œil. Intriguée, Sarah accepta. Pendant près d'une heure, il parcourut la propriété, observant le sol, examinant des roches, s'arrêtant pour ramasser une poignée de terre. Enfin, il déclara. Votre problème n'est pas la pompe. C'est l'endroit. Vous cherchez de l'eau là où il n'y en a pas. Il désigna une petite dépression du terrain, à une centaine de mètres de la maison. L'herbe était plus verte, le sol plus humide malgré la chaleur de l'été. Voilà votre source. Elle coule sûrement ici depuis bien avant l'arrivée des premiers colons. Les Henderson n'ont jamais su où chercher. Le week-end suivant, il revint avec le tractopelle de son gendre. Ensemble, ils creusèrent à l'endroit indiqué. À 23 pieds de profondeur, jaillit une eau si claire et si fraîche qu'elle semblait venir du paradis. Sarah, bouleversée, demanda combien elle lui devait. Rien du tout, jeune dame, répondit-il en agitant la main. Mais si jamais vous trouvez quelque chose d'étrange dans vos terres, des pierres ou des formations particulières, apportez-les-moi. Je pourrais peut-être vous en dire plus. L'automne arriva, et pour la première fois depuis la mort de David, Sarah commença à croire en un avenir. La maison était désormais habitable, chauffée, sèche, avec l'eau courante et l'électricité. Le jardin produisait assez de légumes pour compléter le maigre budget alimentaire. Nova, inscrite à l'école primaire locale, se faisait des amis et riait à nouveau. Sarah se surprenait à sourire en songeant que, peut-être, la vie redeviendrait douce. Mais en octobre, une nouvelle épreuve s'abattit sur elle. Une lettre du comté de Millbrook arriva dans une enveloppe officielle qui lui glaça le sang. On lui notifiait une violation du code de sécurité, la vieille grange était jugée dangereuse et devait être réparée ou détruite dans un délai de 30 jours. Le coût des réparations, 18 000 $. Celui de la démolition, 12 000. Et sur son compte, Sarah n'avait que 4 cents. Elle tenta de négocier avec Madame Henderson, l'ancienne propriétaire. Mais la vieille dame était désormais hospitalisée en maison de retraite, et son fils avocat, installé à l'autre bout du pays, avait repris le contrat de vente. Son verdict fut implacable, aucun retard de paiement ne serait toléré. Ce soir-là, assise dans la cuisine, entourée de formulaires et de devis, Sarah sentit à nouveau l'ombre du désespoir s'étendre sur elle. Nova dormait à l'étage, dans la petite chambre jaune aux marguerites peintes sur les murs. Dehors, le vent faisait craquer sinistrement la grange condamnée. L'option la plus simple était de renoncer, quitter la ferme, retourner en ville, trouver un appartement, inscrire Nova dans une nouvelle école, admettre l'échec comme tous l'avaient prédit. Mais Sarah refusa. Elle choisit de se battre. Elle accepta tous les quarts de travail supplémentaires que Mel, son patron, pouvait lui donner, travaillant parfois 16 heures d'affilée, revenant chez elle si épuisée qu'elle peinait à gravir les escaliers. Elle vendit les outils de David, leur vaisselle de mariage, chaque bijou qu'elle possédait à l'exception de son alliance. Elle déposa des dizaines de demandes de prêts, de subventions, d'aides diverses, toutes rejetées. À 2 semaines de l'échéance, il lui manquait encore 8 000 $, bien trop pour espérer. Un soir, épuisée par une double journée au restaurant, les yeux cernés et le cœur serré, elle fut accostée par Betty Walsh, une habituée, près de la cafetière. « Chérie, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas », commença Betty en chuchotant à moitié, « mais tout le monde parle de ta situation là-bas, à la ferme Henderson. » Sarah serra la mâchoire, continuant de remplir les tasses. « Ah oui ? Tu sais, il n'y a aucune honte à reconnaître quand quelque chose ne marche pas. Mon cousin a un appartement en ville, pas cher, près de l'école de Nova. Peut-être qu'il est temps de couper tes pertes avant de tout perdre. » Sarah posa la cafetière et planta son regard dans celui de Betty. « Madame Walsh, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas acheté cette terre pour couper mes pertes. Je l'ai achetée pour offrir à ma fille un avenir meilleur. Et je n'abandonnerai pas. » Les sourcils de Betty se haussèrent, incrédule. « Même si cela te coûte tout ce que tu possèdes ? » Même alors, répondit Sarah avec une force tranquille. Ce que Sarah ne dit pas à Betty, c'est que derrière cette détermination se cachait une peur immense, une fatigue qui la brisait chaque jour un peu plus.
mais au fond d'elle, une voix persistait, celle de David, celle de son propre courage, lui murmurant qu'on ne construit rien de durable sans sacrifice. Et tandis que la nuit recouvrait la campagne, Sarah Mitchell, les mains vides mais le cœur ardent, continuait d'avancer, prête à tout risquer pour transformer cette terre abandonnée en foyer, et offrir à Nova non pas seulement une maison, mais une vie. Sarah avait déjà perdu tout ce qui comptait le plus dans sa vie. Son mari n'était plus là, son ancienne existence s'était effondrée comme un château de cartes. Il ne lui restait qu'une seule chose à protéger, l'avenir de Nova, sa fille. Et pour cela, elle aurait été prête à se battre jusqu'à son dernier souffle. Ce vendredi-là, à la veille d'une échéance administrative qui pouvait lui faire perdre définitivement sa ferme, Sarah travaillait derrière la grange avec une masse à la main, essayant d'abattre ce qu'elle n'avait pas les moyens de réparer. Le sol détrempé par 2 jours de pluie rendait chaque coup de pelle plus lourd, chaque pas plus épuisant. Ses bottes s'enfonçaient dans la boue, l'eau glaciale s'infiltrait dans ses vêtements. Et c'est là, au milieu de ce chaos, qu'un son inattendu changea tout. Un bruit métallique résonna, clair et étranger, sa pelle venait de heurter quelque chose de solide. Elle pensa d'abord à une pièce de métal abandonnée, un vieux soc de charrue oublié depuis des décennies. Mais en creusant davantage, ses mains révélèrent l'angle d'une boîte de pierre, grosse comme une glacière, renforcée de bandes de fer qui, malgré le temps, n'avait pas cédé à la rouille. Ce soir-là, Nova dormait chez une amie. Sarah était donc seule avec son mystère. Après de longs efforts, elle parvint à dégager la boîte de la terre humide et à la traîner jusqu'au sol ferme près de la grange. La pierre était lisse, grise, marquée de symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Les bandes de fer, closes par une serrure artisanale, semblaient sorties d'un autre âge. Elle passa des heures à essayer d'ouvrir le mécanisme, utilisant les vieux outils de David, son défunt mari. Finalement, grâce à un mélange d'huile pénétrante et de force brute, la serrure céda dans un grincement rauque. Quand le couvercle s'ouvrit, un souffle d'air ancien sembla s'en échapper, comme si elle venait de briser le silence de plusieurs générations. À l'intérieur, soigneusement protégés par du cuir huilé, reposaient des objets qui n'avaient rien à faire ensemble, des cartes dessinées à la main, des documents scellés de cire, et de petits sacs de toile contenant des pierres étranges qui scintillaient sous la lumière de sa lampe torche. Les cartes étaient fascinantes. Elles représentaient avec une précision incroyable le relief des terres environnantes, indiquant les cours d'eau souterrains, les formations rocheuses et des points de repère mystérieux. L'une d'elles montrait même son terrain, entouré d'un trait rouge, avec des annotations serrées et difficiles à déchiffrer, pleines de chiffres et de calculs. Les documents semblaient encore plus énigmatiques. Datant du VIe siècle, ils parlaient de droits miniers et de relevés géologiques avec un vocabulaire technique que Sarah ne comprenait pas. L'un d'eux, signé par un certain J.P. Morrison, géologue territorial, mentionnait l'existence de dépôts minéraux d'une composition inhabituelle dans le Township 7, Ranch 12. C'était précisément là où se trouvait sa ferme. Quant aux échantillons de roches, ils étaient tout simplement stupéfiants. Ce n'était ni de l'or ni de l'argent, mais leur éclat métallique changeait de couleur selon l'angle de la lumière. Certains étaient d'un vert bleu profond, d'autres d'un gris argenté bordé de reflets violets. Leur poids était surprenant, plus lourd que celui de simples pierres, et quelques-uns laissaient apparaître de minuscules cristaux qui capturaient la lumière comme des étoiles. Sarah passa la nuit entière à sa table de cuisine, le cœur battant, éparpillant les trésors du coffret sous ses yeux. Une part d'elle, prudente et réaliste, murmurait qu'il ne s'agissait sans doute que de curiosités historiques, laissées là par un fermier excentrique passionné de géologie. Mais une autre part, la même qui avait cru David quand il lui disait que les choses finiraient par s'arranger, refusait d'écarter l'idée qu'elle venait peut-être de découvrir quelque chose d'énorme. Au petit matin, épuisée mais déterminée, Sarah remit tout dans la boîte et prit la route. Elle savait exactement à qui demander conseil, le docteur Williams, un vieil ami de la famille, passionné de science et respecté dans tout le comté. Elle le trouva dans son atelier, occupé à bricoler une vieille radio. « Sarah Mitchell » lança-t-il avec son éternel sourire. « Alors, ce nouveau puits, il fonctionne ?»« Comme un charme, grâce à vous, répondit-elle. »« Mais Doc, hier j'ai trouvé quelque chose sur ma propriété. Quelque chose d'inhabituel. Vous m'aviez dit de vous prévenir si ça arrivait. » Elle ouvrit la boîte et disposa son contenu sur l'établi. Le changement d'attitude du vieil homme fut immédiat. Ses mains tremblèrent en effleurant les cartes, son visage pâlit. « Sainte Mère de Dieu, souffla-t-il. Où avez-vous trouvé ça ?» Sarah raconta tout, le lieu, les circonstances, la boîte dans la boue. Le docteur passa près d'1 heure à examiner chaque élément,
loupe à la main, pesant les roches sur une petite balance, lisant attentivement les notes effacées par le temps. Puis il posa tout, croisa les mains et la fixa avec une gravité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Sarah, dit-il d'une voix basse, je vais vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un d'autre au courant? Avez-vous parlé de ça à quelqu'un? Non. Seulement vous. Bien. C'est très bien. Maintenant, asseyez-vous. » Le cœur de Sarah se mit à cogner. « Qu'est-ce que j'ai trouvé ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Le docteur prit l'une des pierres scintillantes, la fit tourner entre ses doigts. « Si ces documents sont authentiques, et si ces échantillons confirment ce que je pense, alors vous êtes peut-être assise sur l'un des gisements de terres rares les plus riches de cette région du pays. » Sarah resta figée. Les mots ne faisaient aucun sens. Des terres rares? Elle avait déjà entendu l'expression, sans jamais y prêter attention. « Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Ces éléments, expliqua-t-il, ce sont des métaux essentiels. Le néodyme, le dysprosium, le terbium. Ils sont indispensables à la fabrication des disques durs, des moteurs de voitures électriques, des éoliennes. Ils sont d'une valeur inestimable, et on n'en trouve que dans quelques gisements majeurs dans le monde. » Sarah sentit le vertige la gagner. « Mais, combien cela pourrait valoir? » Le vieil homme hésita, cherchant ses mots. « Je ne peux pas l'affirmer sans analyse officielle. Mais si ce que je vois ici se confirme, on parle de dizaines de millions de dollars. Peut-être davantage. » Le monde bascula. Sarah s'agrippa à l'établi pour ne pas chanceler. Des dizaines de millions, c'était impensable. Un miracle si improbable qu'il semblait irréel. « Vous êtes sûr? » chuchota-t-elle. « Non, répondit-il doucement. Pas encore. Mais suffisamment pour vous dire ceci, soyez extrêmement prudente. Ce genre de découverte attire l'attention, et pas toujours celle des bonnes personnes. » Dans les jours qui suivirent, Doc Williams guida Sarah dans le dédale juridique des droits miniers et des études géologiques. Ensemble, ils plongèrent dans un univers inconnu, fait de lois obscures, de cartes cadastrales poussiéreuses, et de clauses légales capables de tout changer. Plus ils avançaient, plus une vérité se dessinait, le destin de Sarah venait de basculer. La femme qui, quelques jours plus tôt, n'avait plus rien à perdre, venait peut-être de trouver une richesse capable de transformer non seulement sa vie, mais celle de Nova, pour toujours. Pourtant, elle savait désormais que la vraie bataille ne faisait que commencer. Car ce trésor caché sous ses pieds allait attirer convoitise, avidité et danger qu'elle n'avait jamais imaginé. Et au fond de son cœur, entre peur et espoir, une conviction naissait, peut-être que David avait eu raison. Peut-être qu'en effet, tout finirait par s'arranger. Mais à quel prix? Sarah n'avait pas seulement acheté la surface de la terre, mais aussi les droits miniers souterrains. Un privilège devenu rare, car la plupart des compagnies minières achetaient ces droits séparément, privant les petits propriétaires d'une richesse insoupçonnée. Elle ignorait encore à quel point ce détail, passé presque inaperçu lors de la signature, allait bouleverser son destin. Les premiers échantillons de roches, analysés dans un laboratoire de l'Université d'État, confirmèrent l'intuition du vieux Doc Williams. Les résultats révélaient des concentrations notables de plusieurs terres rares, parmi les plus précieuses, utilisées dans la fabrication de technologies de pointe. Mais le véritable tournant survint lorsque Doc Williams organisa une étude géologique professionnelle sur l'ensemble de la propriété. Grâce aux radars pénétrant le sol et à des carottages, l'équipe de géologues mit au jour une formation minérale souterraine qui s'étendait sur près de 150 acres, soit la quasi-totalité de ces 200 acres. Le chef d'équipe, un jeune scientifique sérieux nommé Dr Peterson, présenta ses conclusions un mercredi de novembre. Dans la cuisine de Sarah, qui n'avait connu jusque-là que l'odeur de café, les dessins d'école de Nova et les circulaires de supermarché, s'étalèrent soudain des cartes, des relevés et des graphiques. Peterson ajusta ses lunettes et déclara d'une voix calme, presque solennelle. Selon nos estimations préliminaires, vous êtes assise sur un gisement de terres rares contenant entre 2 et 3 millions de tonnes de minerais récupérables. Et la concentration moyenne de ces éléments précieux dépasse largement celle de la plupart des exploitations commerciales actuelles. Sarah sentit ses mains trembler si fort qu'elle eut du mal à maintenir sa tasse. Elle osa demander, d'une voix étranglée. Et, en termes de valeur, qu'est-ce que cela représente? Peterson consulta ses notes avec précision. Au prix du marché actuel, et en tenant compte d'un taux de récupération de 60% avec les méthodes standards, la valeur brute de ce gisement s'élève à environ 180 à 220 millions de dollars.
Après déduction des coûts d'extraction, de transport, de traitement et des impôts, la valeur nette pour vous serait probablement comprise entre 80 et 120 millions. Les chiffres résonnaient dans la pièce comme s'ils appartenaient à une autre vie. 80 à 120 millions. Elle, qui gagnait à peine 7,25 $ de l'heure au dîner. Elle, qui habillait Nova grâce aux friperies et qui, la semaine précédente encore, s'angoissait de trouver 12 000 $ pour démolir une grange en ruine. Nova, absorbée jusque-là par ses coloriages, leva la tête avec l'innocence désarmante de ses 6 ans. « Maman, ça veut dire qu'on est riche ?» Sarah éclata d'un rire étrange, entre hystérie et euphorie. « Je crois bien que oui, ma chérie. Je crois que oui. » La nouvelle, malgré ses efforts pour la taire, se répandit dans tout Millbrook Township comme une traînée de poudre. Le téléphone de Sarah ne cessait de sonner, compagnie minière, firme d'investissement, avocat représentant des intérêts corporatifs divers. En quelques jours, des hommes en costume hors de prix commencèrent à frapper à sa porte, brandissant des contrats, promettant de s'occuper de tout. Même sa propre famille, qu'il avait traitée de folle pour avoir acheté cette ferme décrépite, changea radicalement de ton. Sa mère, au téléphone, la voix soudain réchauffée d'une fierté retrouvée, déclara. « J'ai toujours su que tu avais de bons instincts, Sarah. David serait si fier de ce que tu as accompli. » Sa sœur Monica, débordante d'enthousiasme, lança. « C'est incroyable, Sarah. Tu as pensé à ce que tu veux faire de cet argent? Tu pourrais acheter une maison en ville, plus près de nous. » Mais les réactions les plus surprenantes vinrent des voisins. Ceux qui, des mois plus tôt, la regardaient avec condescendance et murmuraient qu'elle s'était ruinée, se mirent à la traiter avec un mélange de respect, d'envie et de rancune à peine voilée. Jim Brewster, qui avait clamé haut et fort que la ferme Henderson ne valait rien, l'intercepta au bureau de poste, le ton mielleux. « J'ai toujours eu le pressentiment que cette terre cachait quelque chose de spécial. Il faut un œil avisé pour voir une opportunité là où d'autres ne voient que des problèmes. Tu as vraiment du flair, Sarah. » Quant à Betty Walsh, elle alla encore plus loin dans la réécriture de l'histoire. « Je disais justement à Harold la semaine dernière que tu avais quelque chose de différent, ma chère. Cette détermination dans ton regard, cette confiance. Je savais que tu ferais quelque chose de grand. » Sarah écoutait ces flatteries soudaines avec un mélange d'amusement et d'agacement. Elle choisit cependant de rester polie. Après tout, Nova grandirait dans ce voisinage. À quoi bon cultiver des rancunes? Le véritable défi, en revanche, fut de trier parmi la montagne d'offres qui affluaient. Certaines compagnies proposaient de racheter ces droits miniers d'un seul coup, avec des sommes qui paraissaient vertigineuses, mais qui ne représentaient en réalité qu'une fraction de la valeur totale. D'autres parlaient de partenariat, lui promettant un pourcentage des profits, mais exigeant qu'elle leur cède tout contrôle sur l'extraction et la gestion. La pression monta très vite. Des représentants de grands groupes miniers insinuaient que ces droits légaux pourraient être contestés si elle refusait leurs propositions. Des avocats suggéraient que les études géologiques avaient peut-être surestimé la richesse du gisement et qu'il serait plus prudent d'accepter une somme garantie plutôt que de risquer de tout perdre. Sarah se sentait dépassée, noyée sous un jargon juridique et financier qu'elle comprenait à peine. Mais elle se souvenait de la promesse faite à David, et surtout à elle-même, bâtir un avenir solide pour Nova, pas se précipiter sur le premier appât doré venu. Doc Williams, devenu son conseiller officieux, lui répétait. « N'oublie jamais, c'est ta ressource, sur ta terre. Tu n'as pas à décider tant que tu n'es pas totalement à l'aise. Et méfie-toi de tous ceux qui te pressent de signer vite. Souvent, ce ne sont pas eux qui proposent le meilleur accord. » Sarah prit ces paroles comme une boussole. Elle engagea sa propre avocate, Margaret Chen, une spécialiste redoutée en droit minier, connue pour défendre les petits propriétaires contre l'appétit insatiable des multinationales. Elle commanda aussi une seconde expertise indépendante pour vérifier les résultats du premier sondage. Et surtout, elle prit le temps. Mois après mois, elle continua de travailler au dîner, de vivre dans sa ferme comme si rien n'avait changé. La seule différence était la pile de dossiers juridiques sur la table de sa cuisine et les appels incessants d'hommes avides de sa fortune naissante. Finalement, en mars, presque un an après la mort de David et 6 mois après avoir découvert la mystérieuse boîte de pierre, Sarah apposa sa signature sur un contrat avec Meridian Mineral Corporation. Contrairement aux géants sans scrupules, cette société de taille moyenne jouissait d'une réputation solide, respect de l'environnement, équité envers les propriétaires terriens. L'accord garantissait à Sarah une redevance de 15% sur tous les éléments rares extraits de sa terre, avec des paiements minimums assurés,
quelles que soient les fluctuations du marché. Ce n'était pas seulement une victoire financière. C'était l'accomplissement d'une promesse, un chemin semé de patience et de résilience. Dans le silence de sa cuisine, Sarah regarda Nova qui s'endormait, ses crayons de couleur encore serrés dans sa petite main. Elle sourit doucement. Ce qu'elle avait gagné dépassait les chiffres et les millions, elle venait de bâtir l'héritage qui assurerait l'avenir de sa fille. Plus important encore, l'accord conclu par Sarah comportait des clauses strictes de protection environnementale. L'exploitation minière ne devait pas défigurer les terres, ni les rendre stériles pour les générations futures. On avait garanti que la surface resterait intacte, que la vie agricole pourrait continuer à prospérer. Et surtout, Sarah conserva la propriété de 50 acres autour de la ferme familiale. Cela signifiait qu'elle et sa fille Nova auraient toujours un toit, toujours un foyer à elle. Rien, désormais, ne pourrait leur être arraché. La cérémonie de signature eut lieu un jeudi matin, dans le bureau élégant de Margaret Chen. Larry était chargé de cette gravité feutrée que portent les instants où une vie bascule. Sarah portait la même robe noire qu'elle avait mise pour les funérailles de David. Non seulement parce que c'était le vêtement le plus décent qu'elle possédait, mais aussi parce qu'elle voulait que David, même absent, soit symboliquement présent à ses côtés. Lorsque Margaret Chen lui remit le chèque certifié du bonus de signature aux 2 500 000 $, Sarah resta un long moment immobile, fixant les chiffres, comme si ses yeux refusaient d'y croire. Elle tenait entre ses mains plus d'argent que la plupart des gens ne gagneraient en une vie entière. Ce chèque n'était pas seulement du papier ancré, il représentait la fin des angoisses, la fin des nuits blanches passées à calculer si le frigo tiendrait jusqu'à la fin du mois. Désormais, l'avenir de Nova était assuré. Son éducation, ses rêves, son futur tout entier s'ouvrait devant elle. Mais le véritable tournant eut lieu 3 mois plus tard, quand arriva le premier paiement de redevance, 8 700 000 $. Sarah ouvrit l'enveloppe assise dans sa cuisine fraîchement rénovée, une tasse de café à la main, dans un mug que Nova avait fabriqué en cours d'art plastique. Le contraste était saisissant, quelques mois auparavant, cette même cuisine avait résonné de ses pleurs silencieux, et voilà qu'elle devenait le théâtre d'une victoire inespérée. La maison avait changé de visage au fil du printemps et de l'été. Le toit, autrefois percé, avait été réparé. Les murs arboraient de nouvelles couleurs, les planchers brillaient sous la lumière du soleil. La grange avait été reconstruite, plus solide, plus belle qu'auparavant. Les clôtures tenaient droit, les jardins donnaient des récoltes généreuses, et même les poules, promises à Nova depuis si longtemps, picoraient dans la cour. Mais la plus grande transformation ne se voyait pas dans les murs ni dans le bois. Elle se trouvait en Sarah elle-même. La femme effondrée qui sanglotait autrefois sur le carrelage de la cuisine, écrasée par les factures et le deuil, s'était muée en une négociatrice capable d'affronter les dirigeants d'une grande société minière. Elle savait désormais prendre des décisions qui impacteraient sa famille pour des générations. L'argent était un miracle, une bénédiction qui ouvrait des portes insoupçonnées. Mais ce qui avait le plus de valeur, bien au-delà des millions, c'était la confiance qu'elle avait retrouvée, la certitude d'avoir tenu bon alors que tout le monde lui conseillait d'abandonner. Nova, alors âgée de 7 ans, s'épanouissait dans sa nouvelle vie avec une étonnante simplicité. Elle restait l'enfant joyeuse qu'elle avait toujours été, elle faisait ses devoirs sur la table de cuisine, jouait avec ses amis, nourrissait les poules aux côtés de sa mère chaque matin. Rien n'avait vraiment changé dans ses habitudes, sinon qu'elle évoluait désormais dans un univers où l'avenir s'annonçait lumineux, riche de promesses. Un matin d'octobre, 2 ans exactement après la découverte du mystérieux coffret de pierre, Sarah se tenait sur le porche de sa ferme, serrant contre elle le drapeau replié remis lors des funérailles de David. Le soleil levant embrasait le ciel de nuances roses et dorées. La lumière se reflétait sur les panneaux solaires installés sur le toit de la grange et sur la petite éolienne qui fournissait une partie de l'énergie du foyer. Nova dormait encore à l'étage, dans une chambre confortable pleine de livres et de crayons de couleur, un sanctuaire de créativité et de sécurité que Sarah avait autrefois cru hors de sa portée. Dans la cuisine, la table en chêne massif attendait, dressée pour le petit déjeuner. Chaque chaise, chaque assiette portait la marque d'une vie nouvelle, d'un foyer reconstruit. La ferme vivait de nouveau, les champs produisaient, les animaux prospéraient. Mais plus encore, elle était redevenue une maison, un havre. Sarah avait tenu sa promesse. À David, à Nova, et à elle-même. Elle avait transformé la douleur en force, le manque en opportunité, la perte en héritage. Dans le lointain, elle entendait le grondement régulier des machines du site d'extraction, extrayant avec précaution les trésors enfouis sous terre tout en préservant les terres de surface. Ce travail, elle le savait, durerait encore 20 ou 30 ans.
il apporterait non seulement une richesse durable à sa famille, mais aussi à toute la communauté. Elle serra le drapeau contre son cœur et murmura dans le vent du matin. Nous avons réussi, David. Nous avons vraiment réussi. Derrière elle, des pas légers résonnèrent sur l'escalier. Une voix encore ensommeillée appela. Maman, le petit déjeuner est prêt? Sarah sourit, rangea le drapeau avec soin et rentra préparer la table pour une nouvelle journée de la vie qu'elles avaient bâtie, une pelletée d'espoir après l'autre. Mais l'histoire de Sarah ne faisait que commencer. La découverte qui avait bouleversé sa destinée allait aussi transformer sa communauté d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et l'opulence soudaine apporterait avec elle des épreuves inattendues. 3 ans après le premier chèque de redevance, Sarah faisait face à des sommes astronomiques. Les opérations de la Meridian Mineral Corporation s'étaient étendues, et les paiements trimestriels atteignaient des montants vertigineux. Sa fortune personnelle dépassait désormais 50 millions de dollars. Ce chiffre paraissait irréel, comme une statistique abstraite, sans lien avec la femme qu'elle était. Nova avait 10 ans. Elle commençait à comprendre que leur famille différait des autres, pas seulement parce qu'elle n'avait pas de père. Un après-midi, en rentrant de l'école, elle posa une question qui déchira le cœur de Sarah. « Maman, pourquoi la maman de Jessica dit qu'on est des snobs ?» Elle avait lâché son cartable près de la porte de la cuisine avec la désinvolture d'un enfant qui n'avait jamais connu le manque. Sarah posa le rapport financier qu'elle était en train d'étudier et lui prêta toute son attention. « Qu'est-ce qui te fait dire cela, mon trésor ? Jessica m'a dit que sa maman pense que les riches oublient d'où ils viennent. Et elle disait ça en parlant de nous, parce qu'on a une grande maison maintenant et que tu ne travailles plus au restaurant. » Sarah sentit un œuf familier lui serrer la poitrine. Depuis qu'elle avait quitté son emploi au Mills Diner, elle s'était efforcée de garder des liens avec les gens qui l'avaient entourée dans les moments difficiles. Mais elle découvrait que l'argent modifie les relations d'une manière qu'on ne peut pas toujours réparer. La grande maison dont parlait Nova n'était en réalité qu'une extension modeste du corps de ferme d'origine. Sarah avait simplement voulu offrir à sa fille une salle de bain à elle, une salle de jeu, et s'était aménagé un petit bureau pour gérer les affaires compliquées liées à sa nouvelle fortune. Rien de comparable au palais des véritables milliardaires. Pourtant, à Millbrook Township, où la plupart des familles vivaient dans des maisons des années 1950, repeintes tant bien que mal tous les 10 ans, la ferme rénovée de Sarah faisait figure de manoir. Peut-être que Madame Patterson est frustrée par sa propre situation, expliqua doucement Sarah. Quand les gens traversent des moments difficiles, il est plus facile de se mettre en colère contre quelqu'un qui a réussi que contre la vie elle-même. Nova, avec la logique limpide de l'enfance, répliqua aussitôt. Mais nous aussi, on a connu des moments difficiles. Tu te souviens, quand on mangeait du riz et des haricots tous les soirs? Sarah se souvenait. Oh oui, elle se souvenait de chaque repas, de chaque larme silencieuse versée dans la salle de bain, de chaque matin où elle se demandait comment elle allait tenir encore un jour de plus. Ces souvenirs, malgré l'abondance présente, restaient gravés en elle, comme des cicatrices invisibles. Oui, répondit-elle avec gravité. Nous avons connu la difficulté, et nous savons ce que ça fait. C'est pour ça que nous essayons d'aider les autres chaque fois que nous le pouvons. Et c'était vrai. Depuis le début de sa prospérité, Sarah avait discrètement soutenu des familles du voisinage, payé des factures médicales, financé des bourses scolaires, offert du travail à ceux qui en avaient besoin. Elle voulait que Nova grandisse en comprenant que la richesse n'avait de sens que si elle était partagée. Sarah avait toujours cru que la richesse véritable se mesurait à la capacité de partager, et non simplement à accumuler. Depuis que le destin avait bouleversé sa vie en révélant les trésors cachés sous ses terres, elle avait multiplié les gestes de générosité. Elle avait créé un fonds de bourse scolaire dans l'école de Nova, permettant aux enfants de familles modestes de participer à des sorties éducatives, de recevoir des fournitures qu'ils n'auraient jamais pu se permettre. Elle avait financé la réparation du toit du centre communautaire et offert à la ville un terrain de jeu flambant neuf où les rires d'enfants emplissaient désormais l'air. Elle avait essayé de garder l'anonymat, de faire ses dons sans éclat, mais dans une petite ville de 3000 habitants, les secrets ne durent jamais longtemps. Et paradoxalement, ses bonnes actions, loin de la rapprocher de ses voisins, avaient parfois creusé davantage la distance. Certains voyaient dans sa générosité non pas le souvenir d'une femme fidèle à ses racines, mais un rappel cruel de l'abîme désormais ouvert entre sa fortune et leur quotidien. Un soir, alors que Nova la regardait avec gravité, la fillette murmura. « J'aimerais que papa soit là. Lui, il saurait quoi faire. » Sarah l'attira contre elle, respirant l'odeur familière de son shampoing mêlé au parfum de colle d'école et de poussière de cours de récréation.
Et toi, mon amour, qu'est-ce que tu crois qu'il nous dirait? Nova réfléchit longuement, comme elle le faisait toujours devant les questions lourdes de sens. Il dirait qu'il faut être gentil avec les gens, même quand eux ne le sont pas avec nous. Parce que répondre par la méchanceté, ça ne règle rien. Sarah sourit, frappée une fois de plus par la sagesse désarmante de sa fille. Je crois que tu as tout à fait raison, dit-elle en l'embrassant doucement. Mais dans son cœur, Sarah savait que la bonté seule ne suffisait pas à traverser les méandres compliqués que la richesse soudaine avait apportés. Chaque mois, les chèques de redevance arrivaient, plus gros que les précédents, à mesure que la société Méridian exploitait à pleine capacité les gisements découverts sous ses terres. Patricia Valdez, sa conseillère financière recommandée par Margaret Chen, l'aidait à structurer cette fortune vertigineuse, des fonds de placement, des comptes fiduciaires, des assurances pour garantir l'avenir de Nova. Les chiffres donnaient le vertige. Selon les prévisions, ses revenus cumulés dépasseraient 200 millions de dollars au fil de l'exploitation. Sur le papier, Sarah était extraordinairement riche. Mais dans la réalité, elle habitait toujours la même ferme, conduisait le même vieux pick-up acheté d'occasion 3 ans plus tôt, faisait ses courses dans le même supermarché où, autrefois, elle comptait chaque centime et découpait des bons de réduction. Ce décalage lui paraissait parfois irréel, elle pouvait signer sans sourciller un chèque de 10 000 dollars pour aider un voisin au chômage, puis rentrer à la maison et repriser le jean de Nova plutôt que d'en acheter un neuf. Il n'y a qu'un petit accroc au genou, se disait-elle. Rien de grave. Maintenir cet équilibre fragile devenait plus difficile à mesure que Nova grandissait. L'enfant commençait à remarquer que leur quotidien ne ressemblait pas tout à fait à celui des autres. Pourquoi on n'achète pas une piscine comme la famille d'Ashley? Demandait-elle. Ou encore. Pourquoi tu prends toujours les céréales sans marque alors qu'on peut acheter celles qui ont les jolis dessins sur la boîte? Sarah répondait avec patience. Parce que l'argent n'est jamais fait pour être gaspillé. Si nous en avons assez aujourd'hui, c'est justement parce que nous faisons attention à ne pas dépenser pour des choses inutiles. Mais, même en prononçant ces mots, le doute s'insinuait. Avait-elle raison de rester aussi prudente, alors que Nova hériterait d'une fortune capable de nourrir plusieurs générations? Était-ce encore nécessaire de comparer le prix des céréales? La réponse vint de manière inattendue, l'année des 11 ans de Nova. Sarah avait préparé une fête simple à la ferme, comme chaque année, invitant toute la classe. Mais cette fois, plusieurs parents déclinèrent l'invitation, évoquant des excuses qui sonnaient étrangement semblables. La veille de l'anniversaire, Nova expliqua à sa mère, un peu triste. Madison m'a dit que sa maman ne voulait pas venir chez nous. Elle pense que notre maison est trop riche, qu'elle ne saura pas quoi mettre pour aller à une fête de gens comme nous. Ces mots poignardèrent le cœur de Sarah. Elle s'était tant efforcée de préserver les liens de Nova avec la communauté, de lui apprendre que l'amitié valait plus que l'argent. Mais l'argent, justement, dressait des murs invisibles que la bonne volonté ne suffisait pas à franchir. « Qu'est-ce qui te rendrait la plus heureuse pour ton anniversaire » demanda Sarah, prête à changer tous ses plans. Nova réfléchit, avec cette gravité qui lui venait de son père. « Est-ce qu'on peut faire la fête au centre communautaire, comme Sarah Hendricks? Comme ça, ce ne sera pas, chez nous, et peut-être que les parents se sentiront mieux. » Sarah accepta aussitôt. Et la fête fut un succès, 18 enfants, des rires, des jeux, une joyeuse cacophonie comme tous les enfants de 11 ans devraient en vivre. Pourtant, Sarah remarqua que certains adultes restaient réservés, échangeaient des politesses froides, puis quittaient les lieux dès qu'ils le pouvaient. Plus tard, en rangeant la salle, Nova fit une remarque qui surprit sa mère par sa lucidité. « L'argent, ça rend les choses bizarres, hein, maman? On est les mêmes qu'avant d'avoir trouvé les pierres sous la terre, mais les gens nous regardent autrement. Et parfois, j'ai l'impression qu'on a vraiment changé, sauf que je n'arrive pas à comprendre comment. » Sarah s'arrêta net, le chiffon à la main. Sa fille, à peine entrée dans l'adolescence, commençait à ressembler de plus en plus à David, cette capacité de percer les illusions pour atteindre l'essentiel. « Oui, tu as raison, » répondit-elle lentement. L'argent rend les choses étranges, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment en parler. Très peu connaissent quelqu'un qui est passé de presque rien à beaucoup. Alors, ils ne savent pas comment se comporter avec nous. Nova la regarda avec sérieux. « Tu crois qu'on devrait tout donner » demanda-t-elle, sans provocation, mais comme une véritable recherche de solution. Sarah resta silencieuse. Elle y avait pensé, bien plus souvent qu'elle n'aurait osé l'avouer. Parfois, sa fortune lui pesait comme une chaîne, plus qu'elle ne la libérait.
Mais chaque fois que la tentation de tout offrir l'effleurait, elle se souvenait des promesses faites à David, assurer l'avenir de leur fille, lui garantir un toit, des études, une sécurité inébranlable. Je pense qu'on doit utiliser notre argent pour faire le bien, dit-elle enfin. Mais je crois aussi qu'il faut en garder assez pour que tu ne manques jamais de rien, un foyer, de quoi manger, aller à l'université, fonder une famille en toute tranquillité. Cette conversation fut un tournant. Sarah cessa de vouloir cacher leur richesse ou de se sentir coupable. Désormais, elle choisirait consciemment de l'employer pour aider. Elle fonda la Fondation Mémoriale David Mitchell, en hommage au père de Nova. L'organisation soutenait les familles de militaires en difficulté, bourses d'études pour les conjoints, aide d'urgence lors des déploiements, accompagnement psychologique et financier. Chaque initiative portait la marque de son désir de transformer un héritage douloureux en source de lumière. Et peu à peu, Sarah comprit que la vraie question n'était pas « comment cacher notre richesse », mais « comment l'utiliser pour donner un sens à notre vie et à celle des autres ». La Fondation David Mitchell prit véritablement son envol lorsqu'elle lança son premier grand projet, financer une nouvelle aile de l'hôpital régional des anciens combattants. Cette aile, conçue avec des logements familiaux attenants, permettait aux proches des patients en soins de longue durée de rester auprès de leurs êtres chers. Sarah avait insisté pour que le nom de David soit gravé en lettres visibles à l'entrée du bâtiment. Ce n'était pas pour se glorifier elle-même, mais pour que Nova sache toujours que leur richesse impliquait un devoir de mémoire et de responsabilité envers les autres. Travailler au sein de la fondation redonna à Sarah un sens qu'elle croyait avoir perdu en quittant son emploi au dîner. Elle découvrit en elle une capacité étonnante à organiser des projets, à tisser des partenariats entre associations locales et à mobiliser des énergies collectives. Rapidement, la fondation attira de nouveaux donateurs, séduits par sa manière directe et impliquée de pratiquer la philanthropie. Nova, encore enfant, prit part elle aussi à cet élan. Elle préparait des colis de réconfort pour les soldats en mission, participait à des collectes de fonds et comprenait peu à peu que cette œuvre n'était pas un privilège qui les distinguait des autres, mais une responsabilité familiale. Nous ne sommes pas des héros, Nova, expliquait Sarah lors d'une journée de bénévolat. Nous sommes simplement des personnes qui ont eu de la chance. Et quand on a cette chance, on doit tendre la main à ceux qui n'ont pas eu la même. Peu à peu, la communauté changea de regard. Voir Sarah utiliser sa fortune pour résoudre des problèmes concrets, plutôt que l'amasser pour elle seule, fit disparaître une partie des rancunes et des suspicions. On l'invita même à rejoindre le conseil municipal. Elle accepta à contre-cœur, mais s'engagea avec la même ténacité que celle qui l'avait poussée à sauver la ferme. Au conseil, elle se battit pour des routes plus sûres, un meilleur accès à Internet et des transports publics renforcés afin que les familles modestes puissent travailler dans les villes voisines. Son expérience du secteur minier lui conféra une crédibilité dans les débats économiques, et son vécu de jeune veuve sans ressources la rendait attentive aux difficultés des travailleurs ordinaires. Une rencontre inattendue. Le plus grand bouleversement de sa vie, pourtant, ne fut pas politique. Il se produisit le jour où elle rencontra Tom Brennan. Directeur du lycée local, Tom était veuf depuis 3 ans, élevant seul ses 2 enfants, Marcus, 12 ans, réfléchi et réservé, et Riley, 8 ans, une petite fille vive et créative. Lui aussi connaissait le poids de la solitude et les défis du veuvage. Sarah fit sa connaissance lors d'une réunion du conseil scolaire où elle présentait le programme de bourse de la fondation. Elle fut frappée par la pertinence de ses questions, la chaleur de son regard et son dévouement sincère à ses élèves. Grand, élancé, les cheveux grisonnants et les yeux rieurs, Tom avait surtout cette qualité rare, il s'adressait à Sarah comme à une personne, et non comme à une mécène. Leur premier rendez-vous officiel, cependant, fut un fiasco. Tom, croyant bien faire, l'invita dans le restaurant le plus chic du comté. Les nappes amidonnées, la musique assourdissante et les portions minuscules rendaient l'atmosphère artificielle. À mi-chemin de l'entrée, Sarah brisa le malaise. « Ça ne marche pas », avoua-t-elle. Tom poussa un soupir de soulagement. « Merci de le dire. Je déteste cet endroit. On se croirait ridicule. » Sarah éclata de rire pour la première fois de la soirée. Ils quittèrent alors les lieux pour un petit dîner modeste dans la ville voisine. Autour de burgers juteux et de café, ils parlèrent pendant des heures de leurs enfants, de leur deuil et de leurs espoirs. Tom fut franc, « Je n'ai ni besoin ni envie de ton argent. J'ai un bon métier, ma maison est payée et les études de mes enfants déjà financées. Je ne cherche pas une fortune, mais une compagne. » Sarah répondit avec la même clarté, « Et moi, je ne cherche pas un gestionnaire de mes comptes, mais un partenaire.
Ils levèrent leur tasse en guise de toast, à deux têtes dures, assez indépendantes pour apprendre à l'être ensemble. Une famille recomposée. Leur histoire d'amour progressa lentement, mêlée aux hésitations de leurs enfants. Marcus et Riley se demandaient si Sarah ne cherchait pas simplement à dépenser sa fortune, tandis que Nova, prudente mais curieuse, craignait que l'arrivée de Tom brouille le souvenir de son père. La glace se brisa lors d'un week-end de camping que Sarah organisa pour les 5. Loin du poids du quotidien, ils commencèrent à agir comme une véritable famille. Marcus partagea avec Nova le goût des livres et des énigmes. Riley, passionné d'art, s'enthousiasma pour la collection de roches de Nova et découvrit un intérêt pour la géologie. Nova, quant à elle, trouva une fierté nouvelle à jouer les grandes sœurs. Sarah et Tom réalisèrent qu'ils partageaient les mêmes valeurs, simplicité, solidarité et humilité face à l'argent. Lui, issu d'un milieu modeste, avait travaillé dur pour financer ses études. Elle, marquée par la pauvreté après la mort de David, savait que l'argent n'était qu'un outil, jamais une identité. 2 ans après leur rencontre, ils se marièrent dans le jardin de la ferme. Nova fut demoiselle d'honneur, Marcus et Riley portèrent les alliances. Le repas, sous forme d'auberge espagnole, reflétait leur désir de simplicité. « Je veux que ce mariage parle de nous, pas de notre fortune », avait insisté Sarah. Tom apporta stabilité et complicité dans la vie de Sarah. Ensemble, ils élargirent la fondation, programmes éducatifs pour les étudiants issus de milieux défavorisés, bibliothèques mobiles sillonnant les campagnes, bourses pour les premiers de leur famille à entrer à l'université. L'héritage de Nova. À 14 ans, Nova s'était transformée en adolescente brillante et généreuse. Elle parlait déjà de devenir ingénieure en environnement, je veux trouver des manières d'extraire les minéraux sans détruire la nature, et même de restaurer la terre pour la rendre plus fertile qu'avant. Ces paroles emplirent Sarah d'une fierté profonde. Sa fille, fruit de tant de luttes et de sacrifices, voulait employer ses privilèges pour résoudre des problèmes et bâtir un avenir durable. L'exploitation minière sur leur terre entrait alors dans sa 6e année. Les contrôles écologiques confirmaient les engagements de l'entreprise, nappes phréatiques intactes, sols régénérés après chaque extraction. Les bénéfices de Sarah dépassaient désormais 80 millions de dollars, avec des prévisions atteignant 150 millions. Mais elle avait appris une vérité essentielle, la richesse n'est ni bonne ni mauvaise. Elle n'est qu'un outil, selon l'usage qu'on en fait. Sarah avait choisi d'en faire un levier de sécurité, de partage et de service. Elle n'était plus la jeune veuve éplorée qui avait mis son dernier billet dans une ferme décriée comme inutile. Elle était devenue une leader respectée, une philanthrope et une mère capable d'offrir un avenir à plusieurs générations. Le crépuscule d'un cycle. Par une douce soirée de printemps, 7 ans jour pour jour après la découverte du coffret de pierre qui avait tout changé, Sarah contempla son jardin. Nova, Marcus et Riley jouaient avec les chiens adoptés au refuge local. Tom faisait griller des hamburgers sur le barbecue, et l'air se parfumait d'herbes fraîches et de charbon. La ferme, agrandie pour accueillir leur famille recomposée, restait le cœur vivant de leur histoire. Autrefois, la cuisine résonnait des sanglots d'une mère dépassée par ses dettes. Aujourd'hui, la même table croulait sous les cahiers d'école et les projets de fondation. Les champs, non exploités, produisaient des légumes bio offerts aux banques alimentaires, et la grange restaurée accueillait des classes d'enfants pour leur enseigner l'agriculture durable et la géologie. Sarah avait tenu la promesse faite à David, offrir à Nova une vie bâtie sur la dignité. Mais au-delà, elle avait façonné un héritage de solidarité qui survivrait bien après l'épuisement des gisements et l'effacement des comptes en banque. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, teignant le ciel de pourpre et d'or, Sarah laissa son esprit voyager dans le passé. Elle se souvenait de la peur, des humiliations, du poids des responsabilités. Mais aussi de la force qu'elle avait découverte en elle-même, de l'amour inattendu de Tom, et de la certitude que la vraie richesse réside dans la capacité à créer des opportunités et à donner un sens à sa vie. La ferme autrefois méprisée était devenue la pierre angulaire de son existence. Le lieu où la douleur s'était muée en espérance. Où une veuve sans ressources avait semé un rêve, désormais fleuri en une œuvre durable et belle. Et tandis qu'elle observait sa famille réunie autour de la grande table que Tom avait construite de ses mains, avec le bois même de leur terre, Sarah sut que les trésors les plus précieux n'avaient jamais été enfouis dans le sol. Ils s'épanouissaient devant elle, dans les rires, l'amour et la mission partagée qui faisaient de leur maison un sanctuaire de vie et de lumière.